Quand je suis rentré chez moi ce jour-là, Marguerite, ma femme de ménage, a verrouillé la porte derrière moi et m'a chuchoté: J'ai gardé un secret sur votre femme pendant des années. Tout a commencé dans une cuisine ordinaire, lorsque Marguerite, qui était restée silencieuse pendant 20 ans, a soudain fermé la porte à clé. Monsieur Beaumont, m'a-t-elle dit doucement, mais avec une intonation qui m'a immédiatement mis en alerte. J'ai reposé ma tasse de café à peine entamée. Pardonnez-moi, pour l'amour de Dieu. Je porte en moi une vérité depuis plus de 20 ans et je ne peux plus me taire, car ce péché est devenu trop lourd. Si je ne vous dis pas la vérité maintenant, vous risquez de ne pas voir l'hiver prochain. Elle avait travaillé dans ma maison pendant plus de 20 ans, restant pour moi invisible, comme un meuble familier ou l'horloge qui tic-taquait au mur. Discrète, effacée, toujours quelque part dans un coin avec son chiffon ou son balai. C'est ainsi que je l'apercevais toutes ces années. J'ai ri. Non pas parce que ce qu'elle venait de dire me semblait drôle, mais parce que mon cerveau fatigué refusait de prendre au sérieux cette phrase étrange et effrayante. Je voulais répondre quelque chose, peut-être plaisanter maladroitement pour dissiper la tension, mais elle ne m'a pas laissé placer un mot. Je ne savais pas que ce rire serait le dernier de mon ancienne vie, et que je devrais de mes propres mains détruire la réputation de la personnalité la plus importante de notre ville à cause du secret qu'elle s'apprêtait à révéler. Aujourd'hui, avec du recul, je comprends que j'ai bien fait, mais c'est à vous d'en juger. Avant de raconter comment mon monde s'est effondré, dites-moi, s'il vous plaît, en commentaire, de quelle ville ou de quel pays vous m'écoutez en ce moment. Il me sera plus facile de continuer en sachant qu'à l'autre bout, il y a des personnes réelles. Bonjour, je m'appelle Marc Beaumont. J'ai 64 ans et je suis un homme ordinaire qui a appris à croire aux actes plutôt qu'aux belles paroles. Je suis né et j'ai grandi dans une petite ville où les gens vivent selon des lois simples et compréhensibles. Le travail acharné, la maison, les enfants, l'église pour les grandes fêtes et des conversations pour que tout soit comme il faut. Dans mon enfance, je voyais rarement mon père, car il était routier et passait son temps sur les routes, ne ramenant à la maison que l'odeur du gasoil et un sourire fatigué. Maman nous élevait presque seuls, nous 5, se déchirant entre le potager et ses quarts à l'usine. Elle ne se permettait jamais de se plaindre de son sort. Je l'entendais répéter la même chose, comme un mantra. Papa est sur la route pour nous, c'est lui qui nous fait vivre. J'ai grandi avec la conviction, solide comme du béton, qu'un homme n'a pas besoin d'être tendre, bavard ou sentimental. Il doit porter le poids de la responsabilité, tenir la maison sur ses épaules, même si cela signifie vivre dans des déplacements constants et dormir par à-coups. Quand mon père est mort, je n'ai pas hérité d'un livret d'épargne, mais de son vieux camion qui avait besoin de réparation et de dettes qui semblaient insurmontables pour un jeune homme. Ce n'était pas le départ dont beaucoup rêvent, mais un véritable piège. Soit je sortais la famille de là en me mettant à la tâche, soit nous coulions tous ensemble dans la misère. J'ai commencé par accepter absolument n'importe quel transport, sans me soucier de rien. Briques, vieux meubles, ferrailles, denrées périssables. Je dormais dans la cabine glacée, me lavais à l'eau froide sur l'autoroute, mangeais dans des restaurants routiers bon marché. Il y avait des semaines où je ne rentrais à la maison que pour déposer mes vêtements sales, embrasser ma mère et repartir dans la nuit. Je m'étais habitué à considérer la fatigue chronique comme normale et ma solitude comme le prix inévitable à payer pour que mes proches vivent au chaud et rassasiés. Progressivement, au prix de nerfs usés et de nuits blanches, j'ai remboursé toutes les dettes de mon père. Puis, en risquant tout, j'ai acheté un 2e camion d'occasion, puis un 3e. Des chauffeurs salariés sont arrivés, une petite base de réparation en périphérie, mon propre répartiteur et, enfin, les premiers clients réguliers sérieux. Avec le temps, ma petite entreprise artisanale de transport de marchandises s'est transformée en une solide société de transport. Plusieurs dizaines de camions, un entrepôt propre à moi, un bureau lumineux et des contrats à long terme. L'argent a commencé à suffire non seulement pour vivre, mais pour vivre dignement. Nous avons construit une grande maison en pierre, acheté une belle voiture, fait des rénovations, commencé à porter des vêtements corrects. Mais le prix de ma réussite
est resté le même qu'à l'époque de ma jeunesse. Je n'étais presque jamais à la maison. J'arrivais épuisé, dormais quelques jours, réglais mécaniquement les questions familiales accumulées et disparaissais à nouveau pendant des semaines, me dissolvant sur les routes. J'ai rencontré Isabelle quand j'étais déjà un peu établi et que je pouvais me permettre d'inviter une fille au restaurant. Elle venait d'une famille très convenable, cultivée, où l'on aimait parler à table des bonnes manières, d'une réputation irréprochable et de la foi en Dieu. Isabelle, contrairement à moi, allait souvent à l'église, connaissait toutes les prières, participait aux événements paroissiaux, aidait à mettre la table lors des fêtes, apportait de la nourriture pour les nécessiteux, collectait des dons. À l'époque, en regardant son visage lumineux et son foulard modeste, il me semblait qu'une telle personne était physiquement incapable de bassesse ou de mensonge. Nous avons été mariés par le père Antoine, le curé de l'église locale, qui était déjà à l'époque une figure importante dans notre ville. Tout le monde le respectait, des fonctionnaires aux simples ouvriers. On se référait à lui dans les débats. Il était invité aux célébrations familiales. On venait à lui pour des conseils dans les moments difficiles. Il avait une réputation inébranlable d'homme strict et intègre, un véritable pasteur. Je percevais sa présence dans nos vies comme une sorte de label de qualité. Si un tel prêtre était près de nous, cela signifiait que notre maison était sous une protection spirituelle solide. Nous avons eu 2 enfants, Thomas et Sophie, et j'étais au 7e ciel. J'étais absolument convaincu que je vivais une vie d'homme juste et digne. Je travaillais beaucoup, j'assurais complètement la subsistance de ma famille. Ma femme était toujours active, proche de l'église, les enfants grandissaient dans l'aisance et ne manquaient de rien. Je ne voyais pas comment, au fil des années, l'atmosphère de ma propre maison changeait imperceptiblement, car la plupart du temps je n'y étais tout simplement pas physiquement. Je n'entendais pas les silences étranges dans les conversations quand j'entrais soudainement dans une pièce. Je ne remarquais pas comment Isabelle devenait trop calme, trop confiante. Confiante, non pas dans notre mariage, mais dans le fait que je serais toujours sur la route. J'étais devenu pour eux une ressource pratique, quelque chose comme un meuble fiable qu'on ne remarque et qu'on sort au milieu de la pièce que lorsqu'on en a besoin. Quand les enfants étaient encore petits, nous avons engagé une aide ménagère, Marguerite Dupont. C'était une veuve discrète, une femme silencieuse qui savait travailler sans poser de questions inutiles ni se plaindre. Elle nettoyait l'immense maison, préparait les repas, faisait la lessive, repassait, s'occupait du ménage, pendant qu'Isabelle s'occupait de ses affaires sociales et paroissiales. Marguerite avait vécu dans notre maison pendant plus de 20 ans, devenant presque une ombre de nos murs. Je la traitais de manière purement professionnelle. Travail effectué, paiement reçu. Parfois, bien sûr, je pouvais la remercier pour un bon pot-au-feu, porter pour elle des sacs de courses lourds ou l'aider financièrement pour des médicaments, mais en substance, elle n'était pour moi qu'une partie du quotidien bien rodée, une fonction utile, comme une nouvelle chaudière à gaz ou une machine à laver infaillible. Tout a commencé à s'effondrer précisément au moment où, de manière inattendue, je ne suis pas parti en voyage. Un gros contrat avait été reporté d'1 semaine. Le camion avait besoin de petites réparations. Et je suis resté à la maison 1 jour de semaine ordinaire. Pour ma famille, c'était inhabituel, presque gênant, comme si je violais une loi non écrite de leur existence. J'ai remarqué comment Isabelle s'irritait pour des broutilles, comme si ma présence perturbait un emploi du temps secret qu'elle considérait comme son espace personnel. Le même jour, alors qu'Isabelle était partie pour des affaires de l'association caritative, Marguerite s'est approchée de moi pendant que j'étais assis dans la cuisine et m'a demandé de lui accorder 1 minute. J'ai pensé, pour être honnête, qu'il s'agirait d'une augmentation de salaire ou de problèmes domestiques comme un robinet qui fuit, mais elle était pâle, les mains tremblantes, et pour la première fois en toutes ces longues années, elle me regardait droit dans les yeux. Connaissez-vous ce sentiment quand l'air autour de vous s'épaissit tellement qu'il devient difficile de respirer ? Que se passe-t-il, Marguerite ? Ai-je demandé, sentant naître en moi une anxiété poisseuse et incompréhensible. Quelqu'un est malade ? Elle a pris une profonde inspiration, comme si elle s'apprêtait à sauter dans l'eau glacée et à prononcer les mots que je me souviendrai jusqu'à ma tombe. Quand vous n'êtes pas là, monsieur Beaumont, il y a un autre homme dans cette maison, et ce n'est pas un voisin,
ni un parent éloigné, ni une simple connaissance. Je me suis figé, sentant le sang se retirer de mon visage et mon cœur commençait à battre quelque part dans ma gorge. Mon cerveau examinait frénétiquement les options, essayant de trouver une explication sûre, mais le regard de Marguerite ne me laissait aucune chance d'illusion. Qui ai-je seulement pu souffler, bien qu'une partie de moi ne voulait déjà plus connaître la réponse. C'est le père Antoine, a-t-elle articulé en baissant les yeux, comme si elle avait honte de prononcer ce nom à voix haute dans un tel contexte. Le curé, cet homme même qui nous avait mariés, qui avait baptisé nos enfants, qui s'asseyait à ma table à chaque fête, qui me tapait sur l'épaule en souriant et me disait que nous avions une famille solide et exemplaire. Celui en qui j'avais confiance plus qu'en moi-même. Tout s'est brisé en moi et pendant une seconde, un silence assourdissant s'est installé, dans lequel je n'entendais que le battement fou de mon propre sang dans mes tempes. La première réaction a été purement masculine, stupide et dangereuse. Je vais attendre qu'elle rentre et tout démolir ici. Mais Marguerite, comme si elle lisait dans mes pensées, m'a soudain attrapé le bras. Un geste impensable pour elle auparavant. « Ne vous avisez pas de crier, monsieur Beaumont », a-t-elle chuchoté rapidement, avec ferveur. « Sans preuve, personne ne vous croira. On dira, un vieil homme jaloux a perdu la tête sur ses vieux jours, et ils le protégeront. Vous savez bien qu'il a des gens, qu'il a de grandes relations dans la ville, qu'il a une réputation irréprochable de saint homme. Et Isabelle vous retournera de telle façon que vous serez le seul coupable de tout. » Cela sonnait terriblement, plausiblement. J'avais vu trop d'années comment les choses se réglaient dans notre ville quand quelqu'un avait un statut élevé et les bonnes relations. La fureur qui, une seconde auparavant, me voilait les yeux d'un rideau rouge, a été remplacée par une horreur froide et raisonnable. J'ai compris que je me tenais au bord du précipice et qu'un faux pas me coûterait tout ce que j'avais construit pendant 40 ans. Marguerite, voyant que j'avais un peu retrouvé mes esprits, a proposé un plan, simple, cruel, mais le seul juste. « Vous devez jouer le scénario habituel pour tout le monde », a-t-elle dit, et sa voix a pris de la fermeté. « Dites à Isabelle que vous partez en urgence, en voyage pour quelques jours. Sortez avec votre sac de voyage, démarrez la voiture, partez de façon à ce que les voisins vous voient. Mais en réalité, cachez-vous chez mes parents à l'autre bout de la ville et attendez simplement mon appel. » Elle a promis que dès que le père Antoine apparaîtrait sur le seuil, elle me le ferait savoir. J'ai accepté parce que je comprenais qu'il fallait que je voie cela de mes propres yeux, sinon soit je deviendrais fou de soupçons corrosifs, soit on me ferait vraiment passer pour un psychopathe et on me priverait de tout. Quand j'ai dit à Isabelle ce soir-là que je partais, j'ai scruté avidement son visage, essayant de trouver ne serait-ce qu'une ombre de regret. Elle a essayé de faire semblant d'être contrariée, à soupirer, à secouer la tête, mais ses yeux l'ont trahi complètement. Il n'y avait pas de tristesse de la séparation. Une joie à peine perceptible, soulagée, y a brillé, comme si enfin la maison allait redevenir normale, c'est-à-dire sans moi. Cette nuit-là, la dernière nuit de mon ancienne vie, j'étais allongé à côté d'elle et je ne pouvais pas dormir. J'écoutais sa respiration régulière et je pensais « Combien de centaines de fois suis-je rentré de la route, me suis-je couché à cette même place, me suis-je considéré comme un mari, un maître de maison, le chef de famille, sans jamais soupçonner que je n'étais ici ni le premier, ni le principal. » C'était le sentiment le plus humiliant de ma vie. Pas seulement une jalousie brûlante, mais la prise de conscience glaciale qu'on m'avait gardée pendant des années comme un paravent pratique. Le lendemain, comme un voleur dans ma propre maison, j'ai fait mon sac et je suis parti officiellement en voyage. En réalité, vers un appartement exigu d'étrangers, où je devais m'asseoir sur un canapé affaissé et attendre l'appel qui devait tuer mon ancienne vie. Ces 2 jours que j'ai passés dans l'appartement des parents de Marguerite m'ont semblé plus longs que tous mes voyages vers le nord réunis. Le temps d'attente de sa propre exécution s'étire traîtreusement, lentement, transformant chaque minute en une éternité poisseuse et étouffante. J'étais assis sur le vieux canapé affaissé, fixant bêtement le papier peint délavé à petites fleurs, essayant de m'interdire de penser, mais les pensées s'infiltraient dans ma tête comme des cafards.
Je me souvenais de détails auxquels je n'avais pas prêté attention auparavant. Comment Isabelle s'animait à la mention des fêtes religieuses, comment elle choisissait trop soigneusement sa tenue pour un service dominical ordinaire, comment le père Antoine se servait à ma table comme chez lui. Avant, je voyais dans tout cela de la piété et de l'amitié, et maintenant chaque souvenir me brûlait au fer rouge, me retournant l'âme. Le téléphone était posé devant moi, sur la table basse, bloc noir et silencieux, et je le fixais du regard, voulant à la fois et craignant qu'il s'anime. L'appel a retenti le soir du 2e jour, alors que les crépuscules bleus s'épaississaient déjà derrière la fenêtre. Marguerite parlait brièvement, presque en chuchotant, mais j'ai entendu dans sa voix le tremblement de la tension. Il est arrivé. La voiture est garée dans la cour arrière pour qu'on ne la voie pas de la rue. Je n'ai pas posé de questions inutiles, j'ai simplement raccroché en silence, pris les clés et suis sorti dans la soirée fraîche. Mes mains ne tremblaient pas. Au contraire, un calme glacial étrange m'a envahi, comme si je n'allais pas chez moi où ma vie s'effondrait, mais à un chargement complexe de marchandises hors gabarit. Je conduisais prudemment, respectant toutes les règles, et je me surprenais à penser que je retardais le moment de vérité, car tant que je ne les verrais pas ensemble, il me restait encore un espoir fantôme et stupide d'erreur. J'ai laissé la voiture dans la ruelle voisine, à l'ombre des tilleuls touffus, pour que la lumière des phares ne frappe pas les fenêtres. Je me suis approché de ma propre maison comme un voleur, essayant de ne pas marcher sur les branches sèches et me cachant derrière les buissons de lilas que j'avais moi-même plantés il y a 10 ans. Le portail de la cour intérieure était entr'ouvert. Marguerite, comme promis, m'avait laissé une issue. Dans la maison, une lumière douce et chaleureuse brillait. Cette lumière familiale, même à laquelle j'aimais tant revenir de mes déplacements. Par la grande fenêtre du salon qui donnait sur le jardin, on voyait tout comme dans la paume de la main, car les rideaux étaient tirés négligemment, laissant une large fente. J'ai sorti mon téléphone, allumé la caméra et fait un pas plus près, sentant mon cœur battre quelque part dans ma gorge, m'empêchant de respirer. Ce que j'ai vu ne ressemblait pas à une conversation pastorale ou à un conseil spirituel. J'ai vu le père Antoine assis dans mon fauteuil, ce fauteuil en cuir même que j'avais acheté spécialement pour me reposer après mes voyages. Il était sans soutane, en chemise ordinaire, déboutonné au col, et tenait dans sa main un verre de mon vin. Isabelle se tenait à côté de lui, posant sa main sur son épaule, et riait légèrement, détendue, comme elle ne riait plus avec moi depuis longtemps. Puis il l'a attirée vers lui, et elle s'est assise sur ses genoux de manière habituelle, familière. J'ai appuyé sur le bouton d'enregistrement, sentant quelque chose de grand et d'important mourir en moi. Ce n'était pas simplement une infidélité, quand les gens perdent la tête par passion. C'était une proximité quotidienne établie de plusieurs années. Je voyais comment il la caressait dans le dos, comment elle lui arrangeait les cheveux, des gestes de gens qui se connaissent jusqu'au moindre grain de beauté. Je me tenais dans l'obscurité de mon jardin, serrant le téléphone jusqu'à ce que mes doigts blanchissent, et je comprenais que je ne regardais pas des amants, mais de véritables époux, qui utilisaient simplement ma maison comme décor pour leur bonheur. J'ai filmé cela pendant plusieurs minutes, de longues et douloureuses minutes, pour que personne, même l'avocat le plus cher, n'ait de doute sur la nature de leur relation. Quand le prêtre a embrassé ma femme pour de vrai, avec autorité et profondeur, j'ai baissé le téléphone et appuyé sur stop. Je ne me suis pas précipité à l'intérieur, je n'ai pas brisé les vitres ni organisé de bagarre, même si mes poings me démangeaient tellement que mes muscles se contractaient. Je comprenais que si j'entrais maintenant, il y aurait des cris, de l'agitation, il s'enfuirait, et elle dirait ensuite que j'avais imaginé, que j'étais ivre, que j'avais tout inventé. Il me fallait autre chose. Il me fallait un constat froid et irréfutable des faits. J'ai attendu que la lumière du salon s'éteigne et qu'il passe dans une autre partie de la maison. Puis je suis retourné à la voiture et j'y suis resté encore 1 heure, fixant l'obscurité et écoutant le moteur refroidir. Quand je suis finalement entré dans la maison, le père Antoine n'était plus là. Apparemment, il était parti par cette même porte de service pendant que j'étais assis dans la voiture. Isabelle était dans la cuisine. Elle rangeait 2 verres de la table, fredonnant quelque chose. En me voyant, elle a sursauté et a laissé tomber le torchon,
Mais elle s'est vite ressaisie et a plaqué sur son visage le masque habituel de l'épouse attentionnée. Marc, sa voix a sonné presque naturellement, juste un peu plus aiguë que d'habitude. Mais tu étais parti en voyage. Il y a eu un problème avec le camion? J'ai traversé la pièce en silence, me suis assis à table et posé devant elle mon téléphone, écran vers le haut. Il s'est passé quelque chose, Isabelle, ai-je dit d'une voix que je n'ai pas reconnue, sourde, étrangère, comme sortant d'un tonneau. Il s'est passé que je suis rentré chez moi trop tard, 20 ans trop tard. Elle a essayé de sourire, mais les coins de ses lèvres ont tremblé de façon traîtresse. De quoi parles-tu, Marc? Tu es fatigué, sans doute. Je ne l'ai pas laissé finir le spectacle et j'ai appuyé sur lecture. Sur le petit écran ont défilé les images, sa main sur son épaule, son rire à lui, leur baiser. Je regardais son visage et je voyais comment il changeait. D'abord de l'incompréhension, puis une peur animale, puis une prise de conscience furieuse et désespérée qu'il n'y avait nulle part où fuir. Quand la vidéo s'est terminée, un tel silence s'est installé dans la cuisine qu'on entendait le réfrigérateur bourdonner. « C'est un montage », a-t-elle fini par articuler, mais elle n'a même pas cru à ses propres mots. « C'est toi qui as tout arrangé pour « ça suffit !» J'ai frappé la table de la paume de la main, faisant bondir le sucrier. « Arrête de mentir, Isabelle. J'ai tout vu de mes propres yeux. J'étais à 2 mètres de la fenêtre. Ne t'humilie pas davantage. » Elle s'est effondrée sur une chaise, comme si ses jambes s'étaient dérobées, et s'est couvert le visage de ses mains. Ses épaules ont commencé à trembler, mais je ne ressentais aucune pitié, seulement du dégoût et du vide. « Depuis combien de temps ?» ai-je demandé. « Et ne mens pas, il n'y a plus aucun sens à mentir maintenant. » Elle a écarté ses mains de son visage et m'a regardé avec des yeux secs et rougis. Dans ce regard, il n'y avait plus ni douceur, ni piété, seulement la franchise lasse et furieuse d'une femme acculée. « Toujours », a-t-elle dit doucement, et ce mot m'a frappé plus fort qu'une gifle. Même avant le mariage. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Qu'est-ce que ça veut dire « avant le mariage » ai-je redemandé, espérant avoir mal entendu. Nous nous aimions depuis le lycée, a-t-elle commencé à parler rapidement, de façon saccadée, comme si elle essayait de se justifier. Mais on le préparait à la prêtrise. Il avait besoin d'une biographie irréprochable, et mes parents avaient besoin d'un gendre avec de l'argent et des perspectives. Tu étais le candidat idéal, travailleur et simple, toujours en déplacement. Tu ne posais pas de questions inutiles, tu apportais simplement l'argent et tu disparaissais. Ça arrangeait tout le monde. Tout le monde, ai-je répété, sentant la nausée monter à ma gorge. Ça ne m'arrangeait pas, moi. Je vivais avec toi, je t'aimais. Je pensais que nous étions une famille, mais j'étais simplement le sponsor de votre romance. Ne dis pas ça. Elle a soudain élevé la voix, passant à l'offensive. J'ai été une bonne épouse pour toi. Tu avais une maison propre, un dîner chaud, des chemises repassées. Tu vivais comme un coq en pâte. Qu'est-ce qui te manquait? Bon, j'avais ma propre vie, mais je ne t'ai jamais déshonoré en public. À ce moment-là, j'ai compris une chose terrible. Elle ne se considérait sincèrement pas coupable. Dans sa vision déformée du monde, elle était une victime des circonstances qui se débrouillait comme elle pouvait. Mais ce qui me préoccupait désormais n'était plus cela. Une pensée a surgi dans ma tête, me glaçant d'effroi. « Les enfants », ai-je prononcé en la regardant droit dans les yeux. « Thomas et Sophie, est-ce qu'ils sont… » Isabelle a pâli au point de ressembler à du papier. « Ils sont à toi », a-t-elle crié. Trop précipitamment, trop fort. « Bien sûr qu'ils sont à toi. Comment peux-tu penser une chose pareille ?» Mais j'ai déjà vu cette peur. J'ai entendu cette fausseté que je ne remarquais pas auparavant. Je me suis souvenu comment Thomas lui ressemblait, et Sophie avait le même regard que lui, que le père Antoine. Comment avais-je pu être si aveugle? Comment avais-je pu regarder mes enfants pendant des années sans voir l'évidence? Demain, nous allons à la clinique, ai-je dit fermement en me levant de table. Nous allons faire un test ADN sur les deux. Tu es devenu fou? Elle s'est levée d'un bond, essayant de me barrer le chemin. Tu vas déshonorer les enfants. Ce sont des adultes.
Comment vas-tu leur expliquer ça? Tu vas détruire leur psychisme. C'est toi qui as détruit leur psychisme quand tu as transformé notre vie en spectacle minable, ai-je tranché. Soit nous faisons le test et nous connaissons la vérité, quelle qu'elle soit je demande le divorce pour motif d'adultère, je joins cette vidéo au dossier et j'envoie une copie à l'évêché. Et alors la honte sera telle que vous ne pourrez plus sortir de la maison. Choisis. Elle s'est figée, haletant comme un poisson jeté sur la rive. Je voyais comment les rouages tournaient dans sa tête, comment elle calculait les options. Elle a compris que je ne plaisantais pas. Elle a compris que l'ancien Marc accommodant, qu'on pouvait manipuler comme on voulait, n'existait plus. D'accord, a-t-elle chuchoté avec haine. Fais ton test, mais quand tu verras qu'ils sont à toi, tu ramperas devant moi à genoux pour demander pardon. S'ils sont à moi, ai-je répondu déjà debout dans l'embrasure de la porte, je te donnerai tous les biens et je partirai sans rien. Mais s'ils ne le sont pas, je n'ai pas terminé. Je suis sorti de la cuisine, sentant mes genoux trembler, et je suis monté au 2e étage, dans la chambre d'amis. Je ne pouvais plus entrer dans notre chambre. J'aurais vomi. La semaine suivante s'est transformée en enfer d'attente. J'ai dit aux enfants que nous devions faire des analyses pour vérifier une maladie héréditaire. J'ai menti pour ne pas les traumatiser prématurément, bien qu'Isabelle, j'en suis sûr, ait déjà réussi à les monter contre moi. Nous sommes allés dans un laboratoire privé du chef-lieu, nous avons fait les prélèvements et nous sommes repartis dans un silence de tombe. Isabelle se promenait dans la maison avec l'air d'une vertu offensée, claquait ostensiblement les portes et parlait au téléphone en chuchotant, s'enfermant dans la salle de bain. Moi, je me sentais comme si je marchais sur de la glace fine au milieu d'une grande rivière. Un faux pas, et l'eau noire se refermerait sur ma tête. La semaine d'attente des résultats de l'expertise génétique s'étirait non pas comme un temps ordinaire, mais comme une mélasse collante et interminable dans laquelle nous étions tous englués jusqu'au cou. J'essayais d'être le moins possible à la maison, disparaissant sur le site du matin au soir, inventant des pannes inexistantes et des chargements urgents, juste pour ne pas voir les yeux d'Isabelle. Elle avait choisi la tactique de l'innocence offensée, marchant dans les pièces la tête haute, buvant ostensiblement de la valériane et soupirant à chaque occasion pour que j'entende quel ingrat j'étais. Les enfants, Thomas et Sophie, sentaient cette tension et me regardaient avec un reproche muet, ne comprenant pas quel chat noir était passé entre leurs parents, mais prenant déjà le parti de leur mère. Le courrier du laboratoire est arrivé par email un jeudi, alors que j'étais assis dans mon bureau sur le site et que je triais distraitement des feuilles de route. La notification sur l'écran du téléphone a clignoté d'un signal court et impitoyable, et à ce moment-là, mon cœur s'est mis à battre si fort que ma vue s'est obscurcie. J'hésitais, fixant la petite enveloppe lumineuse, et je sentais une goutte de sueur froide couler le long de mon dos, bien que la climatisation fonctionne à pleine puissance. Mes doigts, habitués à tourner le volant et à manipuler le fer, sont soudain devenus désobéissants et cotonneux, refusant d'accomplir le simple mouvement sur l'écran. Je comprenais que derrière ce clic se cachait le verdict de toute ma vie. Mais retarder ce moment était déjà impossible, car l'ignorance me rongeait plus fort que n'importe quelle vérité, même la plus terrible. J'ai pris une profonde inspiration, comme avant une plongée en profondeur, et j'ai ouvert le fichier. Le premier résultat concernait Thomas. Je me débattais à travers des termes médicaux complexes, des tableaux d'allèles et des chiffres incompréhensibles, cherchant des yeux une seule ligne, la plus importante, la conclusion. Et quand je l'ai trouvée, les lettres ont flotté devant mes yeux, se fondant en une tache noire. Probabilité de paternité exclue. J'ai relu ce mot syllabe par syllabe. Mon cerveau refusait de croire, s'accrochant à une paille d'espoir, et j'ai, presque sans respirer, fait défiler le document jusqu'au résultat de Sophie. Peut-être une erreur, peut-être au moins ma fille, ma préférée, ma princesse que je portais sur mes épaules et à qui j'apprenais à faire du vélo. Probabilité de paternité exclue. Dans le bureau, c'est devenu si silencieux que j'ai entendu une mouche bourdonner en se cognant contre la vitre. La terre ne s'est pas ouverte, le plafond ne s'est pas effondré, mais en moi s'est formé un énorme cratère calciné,
dans lequel s'envolait en sifflant tout. Les matinées d'enfants, les nuits blanches près des berceaux, la fierté des premiers pas, les projets de petits-enfants. Il s'est avéré que rien de tout cela n'avait existé. Ou plutôt, ça avait existé, mais pas avec moi. J'étais simplement un spectateur dans un cinéma étranger qui, par erreur, avait payé son billet au prix de son unique vie. Je restais assis et fixais bêtement l'écran, sentant grandir en moi non pas de la colère, mais un terrible vide glacial. Il s'avère que j'avais bossé toute ma vie, détruit ma santé sur les routes, dormi dans des cabines, eu froid et faim pour les enfants d'un autre homme, pour les enfants de cet homme même qui m'avait lui-même enseigné la morale, puis venait dans ma maison et couchait avec ma femme pendant que je gagnais de l'argent pour leur vie confortable. Je n'étais pour eux ni un père, ni un mari, mais simplement un portefeuille pratique et infaillible, une fonction de subsistance qu'on tolérait pour le confort. Je ne me souviens pas comment je suis rentré à la maison. La voiture roulait toute seule en pilote automatique pendant que j'essayais de me ramasser en morceaux pour ne pas me désintégrer au volant. Quand je suis entré dans le vestibule, Isabelle est venue à ma rencontre. Apparemment, elle attendait, ne tenant pas en place. En voyant mon visage gris, pétrifié, aux yeux éteints, elle a tout compris sans mots. Son masque de suffisance est tombé instantanément, remplacé par une expression de terreur animale. Elle a reculé, couvrant sa bouche de sa paume, et s'est adossée au mur, comme si elle attendait un coup. « Les deux ?» a-t-elle chuchoté à peine audiblement. Et dans cette question résidait la dernière goutte d'espoir d'un miracle. « Les deux !» ai-je répondu d'une voix dans laquelle il ne restait plus rien d'humain, seulement le grincement du métal. « Je te félicite, Isabelle. Tu as réussi l'arnaque du siècle. » Elle n'a pas crié, ni cherché à se justifier. Elle a simplement glissé le long du mur jusqu'au sol et s'est couvert le visage de ses mains. J'ai vu pour la première fois comment elle pleurait non pas pour la galerie, mais par véritable peur profonde de l'avenir. Mais ses larmes ne me touchaient plus. Je suis passé devant elle pour aller au salon où les enfants étaient assis. Thomas lisait quelque chose sur son téléphone, Sophie feuilletait un magazine. Ils ont levé la tête, et pour la première fois, je les ai regardés avec d'autres yeux. Je cherchais dans leur visage mes traits, mon nez, mon menton, mes yeux, et je comprenais avec horreur qu'ils n'y étaient pas. J'ai vu ce que mon cerveau avait bloqué auparavant. Le front haut de Thomas, l'ovale doux du visage de Sophie, leur manière de plisser les yeux. C'étaient les traits du père Antoine. Ils étaient sa copie, sa chair et son sang. Et j'avais simplement voulu qu'ils soient à moi, parce qu'il le fallait. « Papa, qu'est-ce qui ne va pas ?» a demandé Sophie en reposant son magazine. « Les analyses sont mauvaises ?» Le mot « papa » m'a coupé l'oreille comme un couteau sur du verre. J'ai eu envie de crier « Je ne suis pas ton père. Ton père est à l'église en ce moment, en train de compter les dons. » Mais je me suis retenu. Je n'avais pas le droit de leur balancer cette saleté ainsi, sans préparation. Ils étaient des adultes, mais dans ce jeu, ils étaient aussi des victimes de la tromperie, même s'ils vivaient à mes frais. « Les analyses sont normales », ai-je lâché sans la regarder, et je suis rapidement monté dans ma chambre. Cette nuit-là, j'ai pris une décision. J'aurais pu agir noblement, divorcer discrètement, partager les biens, leur laisser la maison pour ne pas traumatiser les enfants, et partir finir ma vie dans un studio, en gardant la face. C'est exactement ce sur quoi comptait Isabelle. Elle connaissait mon caractère. Elle savait que je n'aimais pas les scandales et l'étalage des querelles. Elle espérait que j'avalerais cette pilule, m'essuierais et disparaîtrais, leur permettant de continuer à jouer à la sainte famille. Mais quelque chose de sombre, de lourd et d'impitoyable s'est levé en moi. Une soif non pas de vengeance, non, mais de justice supérieure. On m'avait rendu idiot publiquement devant toute la ville, même si c'était dans mon dos. Le père Antoine avait construit sa carrière de saint pendant des années en s'appuyant sur ma femme et mon argent. Il avait menti à des milliers de gens en les regardant dans les yeux, et continuait de mentir maintenant. Laisser les choses en l'état signifiait devenir complice de ce mensonge monstrueux, permettre au mal de triompher sous le masque de la vertu. J'ai compris qu'il ne s'en sortirait pas propre, caché derrière la soutane et la vie correcte. Le lendemain, je ne suis pas allé au travail, mais à l'église. Il n'y avait pas de messe,
l'église était vide, seules quelques vieilles femmes nettoyaient les chandeliers. J'ai vu le père Antoine. Il se tenait au centre, parlant avec un mécène, sûr de lui, décontracté, rayonnant de sa propre importance. Il m'a remarqué et a hoché la tête amicalement, a même fait un pas vers moi pour me bénir. J'ai failli vomir de cette hypocrisie. Je me suis retourné, je suis sorti. Mais dans ma tête, un plan avait déjà mûri, clair, froid et impitoyable comme un coup de marteau. Je savais que le dimanche suivant, il y aurait une grande fête à l'église, le jour de la fondation de la paroisse. Toute la ville serait là. L'administration, les hommes d'affaires, les fidèles réguliers. Après la liturgie, ils organisaient habituellement une réunion de compte-rendu où le père Antoine montrait sur un grand projecteur accroché directement dans l'église des vidéos sur la vie de la communauté, les voyages, les réparations et remerciait les sponsors. J'avais moi-même été plusieurs fois dans ces listes. J'avais moi-même aidé à acheter cet équipement. C'était l'endroit idéal et le moment idéal. De retour à la maison, je me suis comporté de manière effrayamment calme. Je ne parlais pas à Isabelle, je dormais dans la chambre d'amis, mais je ne menaçais plus et n'exigeais plus d'explications. Ce calme l'effrayait plus que les cris. Elle me suivait comme une ombre, me regardait dans les yeux, essayant de comprendre ce que je préparais, mais se heurtait à un mur. « Marc, il faut qu'on parle », s'est-elle décidée un soir de samedi. « Comment allons-nous vivre maintenant ? Les enfants posent des questions. Demain, l'ai-je interrompu sans quitter la télévision des yeux, que je ne regardais même pas. Demain, tout sera réglé. Nous irons à la fête de l'église, en famille. » « À l'église ?» Elle a pâli. « Pourquoi ?»« Après tout ce que tu as appris. »« Justement, l'ai-je regardé d'un regard lourd. Nous devons garder la face, Isabelle. C'est bien ce que tu as toujours voulu, non ? La réputation, les convenances. Nous irons remercier le curé pour tout ce qu'il a fait pour nous. » Elle m'a regardé avec méfiance, essayant de trouver le piège, mais son habitude d'hypocrisie a joué en ma faveur. Elle s'était tellement habituée à vivre dans le mensonge qu'elle a cru que j'avais décidé de me soumettre et de garder l'apparence pour le statut. Un soulagement a brillé dans ses yeux. Elle a pensé qu'elle s'en était sortie, que j'avais craqué et accepté les règles du jeu. Le dimanche matin était ensoleillé et clair. Nous nous sommes habillés avec élégance. Moi, dans un costume qui m'étouffait comme un nœud coulant, Isabelle dans une robe claire et modeste avec un foulard, les enfants élégants et légèrement endormis. Nous roulions en voiture en silence, comme pour un enterrement, bien qu'extérieurement nous ressemblions à l'image parfaite d'une brochure publicitaire. Quand nous sommes arrivés à l'église, les cloches sonnaient, et ce son qui me semblait autrefois bienfaisant sonnait maintenant comme un tocsin avant la bataille. Il y avait un monde fou. Les gens nous souriaient, nous saluaient. Quelqu'un me serrait la main, quelqu'un faisait des compliments à Isabelle. Le père Antoine se tenait sur l'ambon, beau dans son habit doré, et parlait d'un sermon sur la sainteté du foyer familial et sur le fait que la vérité trouve toujours le chemin vers la lumière. En vérité, ai-je chuchoté du bout des lèvres en serrant dans ma poche le plastique froid de la clé USB. Aujourd'hui, elle le trouvera. J'ai attendu la fin de la messe, sentant le ressort en moi se tendre, prêt à tout faire exploser autour. Je savais que dans 1 heure, je détruirais la vie de dizaines de personnes, y compris la mienne, mais je ne pouvais plus m'arrêter. Le point de non-retour avait été franchi au moment où j'avais vu ces zéros maudits dans les résultats du test. La messe s'est terminée, et dans l'église a commencé cette partie habituelle, agitée, que j'avais toujours détestée mais supportée pour Isabelle. La préparation du compte-rendu solennel. Les servants d'hôtel ont apporté au centre de la salle un écran portable sur trépied. Quelqu'un s'affairait avec les câbles, branchant l'ordinateur aux enceintes, et les paroissiens s'installaient sur les bancs, attendant les belles images et les discours de remerciement. Le père Antoine était assis au premier rang, décontracté, la jambe croisée sous sa soutane, et recevait les félicitations des fonctionnaires locaux, rayonnant comme un samovar en cuivre bien astiqué. Il avait l'air d'un homme qui tient Dieu par la barbe, satisfait, prospère, aimé de ses ouailles, et certain de sa totale intouchabilité. En regardant son visage content, je sentais la clé USB dans ma poche chauffer, comme un charbon ardent,
brûlant le tissu de ma veste et la peau en dessous. Isabelle était assise à côté de moi, raide comme un piquet, tripotant nerveusement le bord de son foulard de gaz, sentant instinctivement la menace qui émanait de moi, bien que je sois assis parfaitement immobile. Les enfants, Thomas et Sophie, étaient plongés dans leur téléphone, s'ennuyant et attendant que ce programme obligatoire se termine pour pouvoir aller au restaurant. Ils ne se doutaient même pas que dans quelques minutes, leur monde habituel, tissé de mon argent et des mensonges de leur mère, allait voler en éclats, impossible à recoller. Quand le problème technique a été résolu et que le logo de la paroisse est apparu à l'écran, le père Antoine s'est avancé, a rajusté la croix sur sa poitrine et a commencé son discours. Il parlait magnifiquement, d'une voix de baryton posée, dissertant sur l'importance de préserver la fidélité aux traditions en ces temps difficiles, de soutenir l'Église et d'être un exemple de vertu chrétienne pour la jeunesse. Chacun de ces mots, imprégnés d'un pathos factice, tombait dans la foule, suscitant des murmures d'approbation et des hochements de tête, et en moi, ces mots ne provoquaient qu'un sourire amer et bilieux. « Et maintenant » a-t-il proclamé solennellement en balayant la salle d'un geste large, « je voudrais inviter ici notre principal bienfaiteur, l'homme grâce aux efforts duquel cette iconostase a été rénovée, mon bon ami et père de famille exemplaire, Marc Beaumont. » La salle a applaudi. Les gens tournaient la tête, me souriant. Et moi, je me suis levé lentement, sentant mes jambes devenir lourdes comme du plomb. Isabelle a essayé de m'attraper par la manche. Ses yeux se sont agrandis de panique soudaine, mais je l'ai doucement mais fermement repoussé et j'ai avancé dans l'allée. Je marchais vers l'ambon non pas comme un sponsor allant chercher un diplôme, mais comme un soldat allant à l'assaut final, sachant qu'il n'en reviendra pas vivant. Je me suis approché de la table où se trouvait l'ordinateur portable et j'ai fait signe au jeune servant qui s'occupait de la présentation. « Michel », lui ai-je dit doucement mais fermement, assez bas pour que lui seul entende. « J'ai mon propre matériel vidéo. Une surprise pour le curé et les paroissiens, mais donc ceci. » Le garçon, qui me connaissait depuis de nombreuses années comme le principal mécène, a pris sans arrière-pensée la clé USB que je lui tendais et l'a insérée dans le port. Le père Antoine, debout à quelques mètres, souriait avec bienveillance, s'attendant sans doute à une autre vidéo sur quel gestionnaire sage il était ou à des images de notre pique-nique commun. « Chers frères et sœurs », ma voix dans le microphone a résonné d'une manière rauque et l'écho l'a porté sous la coupole, se reflétant sur les murs peints d'icônes de saints. Le père Antoine a beaucoup parlé aujourd'hui de la vérité, de la famille et du fait que le secret devient toujours manifeste. Moi, en tant qu'homme simple qui ne sait pas parler avec éloquence, j'ai décidé de ne pas perdre de temps en paroles, mais de vous montrer une histoire. L'histoire de ce qui se cache vraiment derrière la façade d'une famille exemplaire et d'une sainte amitié dont nous sommes si fiers. Un silence perplexe s'est installé dans la salle. Les gens ont senti que quelque chose n'allait pas, mais ne pouvaient pas encore comprendre quoi. Le père Antoine a froncé les sourcils, son sourire a légèrement pâli, mais il ne bougeait toujours pas de sa place, ne croyant pas que j'oserais perturber le scénario. J'ai fait signe à Michel, et il a appuyé sur la barre d'espace. Sur l'énorme écran suspendu juste devant l'autel, au lieu des images bénies de la vie paroissiale, est apparue une image tremblante, filmée à travers la fenêtre de mon jardin. D'abord, un murmure d'incompréhension a parcouru la salle. Un jardin sombre, une fenêtre éclairée, des silhouettes. Mais quand la caméra s'est rapprochée et a fait la mise au point, le murmure a été remplacé par un halètement collectif, semblable au bruit de l'air s'échappant d'un pneu crevé. Tous les ont vus. Ma femme, assise sur les genoux du curé, sa main à lui glissant sur sa cuisse à elle, leur long baiser passionné, absolument non platonique, en gros plan, en haute résolution, de sorte qu'on voyait chaque détail, chaque émotion sur leur visage. Le silence dans l'église est devenu si dense qu'il semblait appuyer sur les tympans. On n'entendait que le bourdonnement du projecteur et les sons de la vidéo, le rire d'Isabelle, le tintement des verres, la voix étouffée du prêtre. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a crié une femme au premier rang en se couvrant les yeux de ses mains. Le père Antoine s'est figé, comme frappé par la foudre.
Son visage est devenu en une seconde de la couleur de la vieille chaux. Sa bouche s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Il regardait l'écran où sa double vie était étalée à la vue de tous, et il ne pouvait pas croire que cela se passait réellement. Isabelle s'est levée d'un bond de son siège, renversant sa chaise, et son cri a déchiré le silence. « Éteignez ça! Éteignez immédiatement! C'est un mensonge !» Mais la vidéo continuait, et ensuite sont apparus à l'écran des documents scannés. Les résultats du test ADN. J'avais demandé à Michel à l'avance de faire en sorte que les chiffres soient bien gros. « Vous voyez cela ?» ai-je demandé dans le microphone. Et ma voix, calme et morte, a couvert le bruit qui commençait dans la salle. Ce sont les résultats de l'expertise. Les enfants que j'ai élevés pendant 30 ans, que je considérais comme miens, sont en réalité les enfants de votre curé. Il n'a pas simplement couché avec ma femme, il a vécu 2 vies avec elle, et m'a utilisé comme paravent et portefeuille pour nourrir sa famille illégitime. Le chaos a commencé dans l'église. Les gens se levaient d'un bond. Quelqu'un criait « Honte !» Quelqu'un pleurait. Quelqu'un essayait de se frayer un chemin vers la sortie, créant une bousculade. Les vieilles femmes se signaient en regardant l'écran comme s'il s'agissait de l'apparition de l'Antéchrist. Les hommes, debout à l'arrière, ont commencé à jurer bruyamment, oubliant où ils se trouvaient. Le père Antoine est sorti de sa stupeur et s'est précipité vers moi. Son visage s'est déformé en une grimace de fureur animale, pas du tout semblable au visage d'un pasteur humble. « Éteins ça !» a-t-il hurlé en essayant d'arracher l'ordinateur portable au garçon effrayé. « C'est un montage. Ce sont des calomnies démoniaques. Tu répondras de diffamation, Judas. » Il a essayé de me saisir par le col, mais j'ai intercepté son bras. À ce moment-là, je n'avais en moi aucune crainte devant la soutane, aucun respect pour l'habit. Devant moi se tenait simplement un type méprisable et gavé qui m'avait volé ma vie. Je l'ai repoussé si fort qu'il a vacillé et a failli tomber, s'en mêlant dans les pans de son habit. « Ne me touche pas », ai-je dit doucement en le regardant droit dans ses yeux fuyants de peur. « Dieu est ton juge, Antoine, mais du jugement des hommes, tu n'échapperas pas aujourd'hui. » La foule avait déjà tout vu, la foule avait déjà compris. La réputation qu'il avait construite pendant des décennies, brique par brique, s'est effondrée en 3 minutes, l'ensevelissant sous ses décombres. Plusieurs hommes costauds, des piliers de la paroisse qui, 5 minutes plus tôt, étaient prêts à lui baiser les mains, ont maintenant fait un pas en avant, lui barrant le chemin vers la sortie. Dans leurs yeux, je voyais non pas de la soumission, mais le désir furieux et viril de régler les comptes selon la justice. Mais le plus terrible n'était pas cela. Le plus terrible se passait au centre de la salle, là où mes enfants étaient restés debout. Je les ai regardés et j'ai regretté d'avoir des yeux. Thomas se tenait pâle comme un linceul, serrant son téléphone dans sa main, et regardait tour à tour l'écran, sa mère, le Saint-Père que les paroissiens cernaient maintenant. Dans son regard, un monde s'effondrait, tout ce en quoi il avait cru, tout ce dont il était fier. Le statut, la famille pieuse, le respect, tout s'était transformé en flaque de boue. Sophie était assise sur le banc, les mains sur les oreilles, se balançant d'avant en arrière. Des larmes noires de mascara coulaient sur son visage, et ses lèvres bougeaient en silence, répétant le même mot. « Non !» Isabelle essayait de s'approcher d'eux, tendait les bras, criait quelque chose, mais Thomas a reculé devant elle comme devant une lépreuse. Ce geste, plein de dégoût et de douleur, m'en a dit plus que n'importe quel mot. La famille Beaumont n'existait plus. Je me tenais au milieu de l'église déchaînée, au centre du scandale que j'avais moi-même provoqué, et je ressentais un vide étrange et résonnant. J'avais gagné. J'avais prouvé la vérité. J'avais détruit mes ennemis, mais pourquoi alors faisait-il si froid à l'intérieur, comme si j'étais moi-même mort avec leurs mensonges? Quelqu'un du conseil paroissial courait déjà appeler l'évêque, quelqu'un appelait la police pour éviter un lynchage. Le père Antoine, ayant perdu les derniers restes de dignité, essayait de se justifier devant les gens qui l'entouraient, mais sa voix se noyait dans le grondement général d'indignation. Et moi, lentement, sans me retourner, je me suis dirigé vers la sortie. Les gens s'écartaient devant moi comme devant un pestiféré, me suivant de regards où se mêlaient la peur, la pitié et le respect.
Je ne savais pas encore que l'épreuve la plus difficile, l'épreuve du pardon et de l'acceptation, m'attendait devant, quand la poussière de cette explosion retomberait. Après ce dimanche à l'église, ma vie s'est transformée en un film surréaliste où j'étais à la fois le héros principal et un observateur extérieur, regardant ce qui se passait à travers une vitre fissurée et trouble. Le scandale que j'avais déclenché en appuyant sur un bouton s'est répandu dans notre petite ville plus vite qu'un feu de forêt par temps sec, ne laissant pierre sur pierre de la réputation de la Sainte Famille. Mon téléphone explosait d'appels. Des connaissances appelaient, des partenaires d'affaires, des journalistes des gazettes locales, assoiffés de détails croustillants. Mais j'ai simplement éteint l'appareil et les jeté dans le tiroir du bureau. Je n'avais besoin ni de paroles de soutien, ni de ricanements narquois dans mon dos, car à l'intérieur de moi, à la place de l'ancienne fureur, s'étendait maintenant un vide calciné dans lequel ne soufflait qu'un courant d'air froid de solitude. Les événements ont dévalé à une vitesse effrayante, comme une boule de neige lancée d'une montagne raide, balayant sur son passage des destins et des carrières. La direction diocésaine a réagi comme l'éclair, car de telles taches sur l'uniforme de l'Église, personne n'en veut, surtout quand il y a des preuves vidéo irréfutables qui circulent sur tous les téléphones de la ville. 2 jours plus tard, une commission est arrivée à l'église. Des enquêtes interminables ont commencé, des interrogatoires et des vérifications de l'activité financière qui ont révélé non seulement la chute morale du curé, mais aussi des combines bien terrestres avec les dons. Le père Antoine a été relevé de ses fonctions le soir même, avec interdiction même d'apparaître sur le territoire de la paroisse. Et bientôt est arrivé le décret officiel de Defroc. L'homme qui pendant des années s'était enivré de son pouvoir et de son intouchabilité, qui avait l'habitude de regarder les paroissiens de haut, s'est soudain retrouvé jeté sur le bas-côté de la vie, privé de statut, de respect et de revenus. Dans la ville, on a cessé de le saluer. Ses anciens amis traversaient de l'autre côté de la rue en apercevant sa silhouette voûtée. Et les vendeurs dans les magasins se détournaient, faisant semblant d'être occupés avec la marchandise. C'était pour lui plus terrible que n'importe quelle prison. Pour un homme dont l'ego se gonflait de la vénération générale, devenir un paria invisible s'est avéré une torture insupportable. Isabelle, dans les premiers jours après la révélation, a essayé de jouer le rôle de victime des circonstances, espérant que la solidarité féminine et l'habitude de la société de plaindre les faibles joueraient en sa faveur. Elle allait chez des connaissances, essayait de raconter une version selon laquelle j'étais un tyran et un despote qui avait perdu la tête et déshonoré une femme honnête par jalousie. Mais les gens qui avaient vu les images à l'écran de l'église ne croyaient plus ni en sa douceur, ni en sa piété, car le mensonge était trop évident et sale. Les portes des maisons où autrefois elle était reçue comme une invitée de marque lui étaient maintenant fermées, et son téléphone restait silencieux, comme si elle avait contracté une maladie dangereuse. Mais le coup le plus terrible ne l'attendait pas de la société, ni de moi, mais de celui pour qui elle avait détruit notre famille. Quand le père Antoine, maintenant simple citoyen Antoine, a été expulsé de la maison paroissiale, Isabelle, faisant ses valises, est allée chez lui, certaine que maintenant il pourrait vivre ouvertement et heureusement. Elle se dessinait sans doute un tableau romantique. 2 amoureux rejetés par un monde cruel, trouvant consolation dans les bras l'un de l'autre. Mais la réalité s'est avérée bien plus prosaïque et dure que les romans de gare. Antoine, ayant tout perdu, cherchait des coupables, et sa rage, ne trouvant pas d'issue, s'est abattu sur la seule personne qui était à ses côtés. Marguerite me l'a raconté, elle qui, comme il s'est avéré, avait ses yeux et ses oreilles partout. Elle m'a dit qu'Antoine n'avait pas simplement refusé de laisser Isabelle franchir le seuil de son appartement loué, mais avait fait un scandale directement sur le palier. Il criait que c'était elle qui l'avait séduit, qu'elle était une sorcière qui avait ruiné son âme et sa carrière, que si ce n'était pas sa langue trop longue et son imprudence, il serait encore un homme respecté. Lui, comme un chacal lâche acculé, l'a renié, a renié leur liaison de plusieurs années et même les enfants, les appelant « ta progéniture », qu'il n'avait maintenant pas de quoi nourrir. Pour Isabelle, ce fut la fin du monde, car elle a soudain réalisé une vérité terrible et impitoyable. Elle avait échangé un mari fiable et fidèle, un mur de pierre, contre un lâche et un égoïste
qui ne l'avait utilisé que tant que c'était sûr et pratique. Et qu'en était-il des enfants? Thomas et Sophie se sont retrouvés à l'épicentre de cette explosion sans aucune protection. Et leur vision du monde s'effondrait avec le fracas de gratte-ciel qui tombe. Ils ont déménagé dans un appartement loué que Thomas a pris, ne voulant pas rester dans la maison imprégnée de mensonges, mais n'ayant pas non plus la possibilité d'aller chez leur mère, qu'ils méprisaient maintenant. Je ne les ai pas appelés, je n'ai pas cherché à les rencontrer, estimant qu'ils avaient besoin de temps pour digérer la vérité. Mais mon cœur souffrait pour eux à chaque heure. Je savais qu'ils essayaient aussi de chercher le contact avec leur père biologique. Car le sang n'est pas de l'eau, et dans leur tête vivait sans doute l'espoir que le vrai papa s'avérerait meilleur que celui qui les avait révélés. Mais Antoine, fidèle à sa nouvelle tactique de sauvetage de sa propre peau, les a aussi repoussés. Quand Thomas est venu le voir pour parler d'homme à homme, il n'a même pas ouvert la porte, criant à travers le Judas qu'il ne devait pas oser lui imposer leurs problèmes, car sa vie à lui était déjà détruite. Pour Thomas, qui avait toujours cherché une autorité masculine, ce fut un coup sous la ceinture qui lui a fait perdre les derniers restes d'illusion. Il a vu devant lui non pas un saint juste et un père aimant, mais un vieil homme pitoyable et tremblant pour sa peau, pour qui ses propres enfants n'étaient qu'un fardeau ennuyeux. Je suis resté dans mon immense maison vide, seul, si l'on ne compte pas Marguerite qui continuait à venir et à faire silencieusement son travail. Le divorce s'est passé rapidement et salement, bien que je m'attendais au pire. Isabelle, écrasée par la trahison de son amant et le mépris de toute la ville, n'avait pas la force de se battre. Elle a signé tous les papiers sans les regarder, acceptant une indemnité qui aurait suffi à acheter un petit appartement en périphérie, et a disparu des radars. J'ai entendu dire qu'elle était partie chez une tante éloignée dans une autre région, n'ayant pas supporté la honte et les regards accusateurs. Je ne la plaignais pas. La pitié avait brûlé en moi quand j'avais regardé cette vidéo dans le jardin. Mais je ne ressentais pas non plus de jubilation, seulement une fatigue sourde et lourde d'homme qui a enterré un proche. Un soir, alors que la première neige d'automne tombait déjà derrière la fenêtre, j'étais assis dans la cuisine et regardais mon thé refroidir. Marguerite s'affairait près de la cuisinière, et sa présence était la seule chaleur vivante dans ce royaume glacé. « Vous avez tort, monsieur Beaumont, de vous être mis une croix sur vous-même », a-t-elle soudain dit sans se retourner. « La maison est vide, non pas parce qu'il n'y a personne dedans, mais parce que vous avez fermé les portes. »« Qui est-ce que je devrais attendre, Marguerite ?» ai-je souri amèrement. « Les enfants d'un autre ou chercher une nouvelle femme sur mes vieux jours ?»« Le sang n'est pas tout, » a-t-elle répondu doucement. Et dans sa voix résonnait la même fermeté que le jour de notre première conversation. Vous les avez élevés, vous les avez aimés, vous étiez avec eux quand ils avaient mal au ventre et quand ils avaient de mauvaises notes. Lui, il n'a fait que donner la semence. La semence n'est pas un père. Un père, c'est celui qui a appris à marcher et qui a tendu l'épaule. Je voulais contredire, dire que le mensonge avait tout empoisonné, que la trahison de la mère avait rayé mes efforts. Mais les mots sont restés coincés dans ma gorge. Je me suis souvenu comment j'apprenais au petit Thomas à tenir un marteau, comment il s'était frappé le doigt et avait pleuré en s'enfonçant dans mon épaule, pas celle de sa mère. Je me suis souvenu comment Sophie, quand son premier petit ami l'avait quittée, avait pleuré toute la nuit dans mon bureau pendant que je lui caressais les cheveux et lui faisais du thé. Est-ce qu'on peut annuler ça avec un papier de résultat ADN? Est-ce que ces sentiments que j'éprouvais alors étaient faux? Non, les sentiments étaient réels. Seules les fondations sur lesquelles nous construisions étaient fausses. Mais le bâtiment lui-même de notre attachement pouvait peut-être encore tenir, si ce n'était mon orgueil. À ce moment-là, j'ai réfléchi pour la première fois. Avais-je bien fait de les repousser avec leur mère? J'avais puni Isabelle, j'avais détruit Antoine. Mais n'avais-je pas puni en même temps ceux qui n'étaient coupables que d'être nés de la mauvaise personne? On a sonné à la porte. La sonnette a résonné de façon aiguë et inattendue, déchirant le silence de la maison comme un coup de feu. J'ai sursauté et regardé l'horloge. Il était déjà tard, presque 10 heures du soir. Je n'attendais pas d'invité. Les livreurs ne viennent pas si tard dans ce quartier. Marguerite m'a regardé d'un air interrogateur en s'essuyant les mains sur son tablier,
mais je l'ai arrêté d'un geste. Je vais ouvrir moi-même. Sur le seuil, sous la lumière du réverbère dans laquelle tournoyaient des flocons rares, se tenait Thomas. Il avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans. Visage émacié, cernes noires sous les yeux, une barbe qu'il n'avait jamais portée auparavant. Il se tenait voûté, les mains dans les poches de sa veste, et regardait non pas vers moi, mais quelque part vers le sol, vers mes pantoufles d'intérieur. « Je peux entrer » a-t-il demandé d'une voix rauque. Et dans cette voix, il n'y avait ni l'ancienne assurance, ni l'exigence filiale. C'était la voix d'un homme qui n'avait plus nulle part où aller. Je me suis écarté, le laissant entrer, et ce simple geste m'a été plus difficile que de décharger un camion de ciment. Thomas est entré dans le vestibule. Il n'a pas enlevé ses chaussures, il est passé directement dans la cuisine avec ses bottes sales, laissant des traces humides sur le parquet impeccable. Mais moi, l'homme qui avait toujours houspillé la famille pour la propreté, je n'ai même pas regardé le sol. Maintenant, quelque chose de bien plus important se jouait que la préservation du stratifié. Maintenant se décidait si j'allais rester seul dans cette immense maison jusqu'à la fin de mes jours, ou si elle retrouverait un sens. Thomas s'est assis à table à la place où Isabelle s'asseyait habituellement et a posé devant lui un trousseau de clés. Je les ai reconnues. C'étaient les clés de cet appartement que nous lui avions offert avec ma femme à la fin de ses études. « J'ai déménagé », a-t-il dit d'une voix sourde sans lever les yeux. « J'ai laissé tout là-bas, les meubles, les appareils, les fringues. Je ne veux rien de ce qui a été acheté avec ton argent, c'est-à-dire avec l'argent que tu donnais en pensant que j'étais... » Il s'est interrompu et sa pomme d'Adam a tressailli, retenant un spasme. J'ai posé en silence devant lui une tasse de thé que Marguerite versait. Elle, femme sage, a discrètement disparu dans sa chambre, comprenant que cette conversation ne tolérait pas d'oreilles superflues. Je suis allé le voir, a soudain lâché Thomas, et dans sa voix a percé une note furieuse et blessée, tout comme dans son enfance quand on le punissait injustement. Chez Antoine. Je pensais qu'on parlerait d'homme à homme. Je pensais qu'il dirait au moins quelque chose, qu'il expliquerait. Mais lui, il n'a même pas ouvert la porte. Il criait à travers la porte que moi et ma mère, on lui avait brisé la vie, qu'on était les erreurs de sa jeunesse. Des erreurs, tu comprends? Pour lui, je ne suis pas un fils, je suis un document compromettant. Je l'écoutais et je sentais qu'en moi se produisait un travail étrange et douloureux. Encore hier, j'étais certain de les détester tous, la femme menteuse, le prêtre méprisable, et ces enfants qui portaient en eux le sang d'un autre. Mais maintenant, en regardant ce garçon voûté et écrasé de 30 ans qui ressemblait à un adolescent perdu, j'ai soudain vu non pas le matériel biologique d'un rival, mais ce même gamin que j'avais appris à nager dans la rivière, ce même Thomas qui m'appelait en voyage et demandait quand papa rentrerait. Est-ce que ce garçon m'avait menti? Non, il m'avait aimé sincèrement, car il n'avait pas eu d'autre père. « Pourquoi es-tu venu, Thomas ?» ai-je demandé doucement. « Tu n'as pas d'argent ou nulle part où vivre ?» Il a relevé brusquement la tête et j'ai vu dans ses yeux des larmes masculines furieuses qui brûlent les yeux. « Va te faire foutre avec ton argent !» a-t-il crié en frappant la table du poing. « Je suis venu dire que je me fous des tests, je me fous de la génétique, je me fous de qui a couché avec qui il y a 30 ans. Un père, ce n'est pas celui qui a engrossé et oublié. Un père, c'est celui qui était là. » Il s'est tu, respirant lourdement, comme s'il avait couru un marathon. « Je me souviens comment tu m'as récupéré au commissariat quand on avait cassé une vitrine, » a-t-il continué plus doucement, regardant ailleurs. « Maman a fait une crise d'hystérie, elle hurlait que je déshonorais la famille. Et toi, tu as payé l'amende en silence, tu m'as fait sortir sur le perron et tu m'as mis une taloche. Et tu as dit, un homme assume seul ses conneries. Tu ne m'as pas balancé, tu ne m'as pas humilié. Tu m'as éduqué. Et lui, il nous a appris à sourire et à allumer des cierges. » Un silence s'est installé dans la pièce, mais ce n'était plus ce silence de tombeau qui régnait ici ces dernières semaines. C'était un silence dans lequel naissait la vérité, amère mais vivante. « Je ne peux pas te forcer à me considérer comme ton fils, » a dit Thomas en se levant. « Je comprends, tu es dégoûté. Tu me regardes et tu vois lui.
Mais je veux que tu saches, pour moi tu es le seul père, et je n'en veux pas d'autre, même si tu me mets dehors maintenant. » Il s'est retourné et s'est dirigé vers la sortie, voûté, s'attendant à un coup dans le dos. Et à ce moment-là, j'ai compris que si je restais silencieux maintenant, si je le laissais partir, je commettrais un crime plus terrible que celui qu'avaient commis Isabelle et Antoine. Eux m'avaient trahi par lâcheté et par luxure, et moi, je trahirais un homme par orgueil. « Arrête !» l'ai-je appelé. Thomas s'est figé dans l'embrasure de la porte, sans se retourner. « Enlève tes chaussures !» ai-je grommelé de mon ton habituel de maître de maison. « Tu as laissé des traces partout, comme un éléphant. Et va te laver les mains, Marguerite a réchauffé une côtelette. » J'ai vu ses épaules tressaillir. Il s'est lentement retourné, et sur son visage, il y avait un tel mélange d'incrédulité et de gratitude que mes propres yeux m'ont piqué. Nous ne nous sommes pas jetés dans les bras l'un de l'autre. Il n'y a pas eu de scène de telenovela mexicaine. Nous sommes simplement des hommes. Nous ne savons pas faire ça. Mais nous nous sommes assis à table et avons parlé pour la première fois depuis de nombreuses années, vraiment, sans masque, sans vouloir correspondre à un statut. Et 1 heure plus tard, Sophie est arrivée. Elle n'est pas entrée comme son frère. Elle a déboulé dans la maison comme un tourbillon, en larmes, le mascara étalé, et en me voyant, elle s'est simplement effondrée contre ma poitrine. Elle n'a pas prononcé de grands mots sur le choix et la responsabilité masculine. Elle a juste sanglot, le visage enfoui dans mon épaule, et a répété « Papa, papa, comment est-ce possible ?» Et moi, caressant son dos tremblant, respirant le parfum familier de son eau de toilette, j'ai compris définitivement. Le sang, c'est de l'eau. La vraie parenté se crée non pas au lit, mais dans les nuits blanches près du berceau, dans les fêtes communes, dans les maladies vécues ensemble, dans les milliers de détails dont la vie est tissée. Ils étaient mes enfants, les miens, parce que j'avais investi en eux mon âme, mon temps, ma vie. Et aucun Antoine, aucun test ADN ne pouvait me retirer ce droit. Le droit d'être un père, que j'avais gagné par 30 ans de labeur et de soins. Ce soir-là, nous étions assis dans la cuisine à 4, moi, Thomas, Sophie et Marguerite, et nous buvions du thé. Nous ne parlions pas d'Isabelle, nous n'évoquions pas Antoine, nous parlions de l'avenir. Thomas a dit qu'il voulait quitter son poste confortable au bureau où sa mère l'avait placé par piston et venir travailler pour moi dans l'entreprise, mais pas comme chef, mais comme simple logisticien pour comprendre comment ça fonctionne. Sophie, qui avait toujours été sous l'influence de sa mère et rêvait de vie mondaine, a soudain dit qu'elle voulait partir comme bénévole à l'hôpital parce qu'elle avait honte de l'hypocrisie dans laquelle elle avait vécu. Je les regardais et je voyais comment le mensonge effondré, en les ensevelissant sous l'image parfaite, avait libéré des personnes vivantes. La douleur de la trahison ne disparaissait pas. Elle restait en moi comme une écharde aiguë, et je savais qu'elle me ferait mal au changement de temps pendant encore de nombreuses années. Mais à côté de cette douleur, était apparu quelque chose de nouveau, un sentiment de dignité et de proximité vraie et gagné dans la douleur. Nous restions une famille, non pas une famille pieuse de posters publicitaires, mais une meute blessée, mutilée, mais réelle, qui avait décidé de rester ensemble malgré la tempête. Mais il restait encore une personne que je devais rencontrer pour mettre le point final. La personne par qui tout avait commencé. 1 semaine plus tard, je suis allé à l'évêché. Non pas pour me plaindre, non pas pour exiger. Je voulais simplement récupérer les documents d'annulation religieuse du mariage pour clore formellement ce chapitre devant Dieu, puisque je l'avais clos devant les hommes. En sortant du bâtiment administratif, j'ai vu Antoine. Il était assis sur un banc dans le square, dans un manteau civil qui pendait sur lui comme un sac, sans soutane, sans croix en or, sans barbe qu'il avait rasée, essayant sans doute de changer d'apparence. Il avait l'air d'un vieil homme pitoyable et négligé. Il nourrissait les pigeons, leur jetant des miettes de pain rassis. Et dans ce geste, il y avait tant de solitude que j'en ai eu froid dans le dos. Il a levé les yeux et m'a vu. Je m'attendais à de la rage, à des malédictions, à des cris, mais il m'a regardé avec un regard vide et éteint d'homme qui a déjà tout perdu. « Tu es content, Marc ?»
a-t-il demandé d'une voix rauque sans se lever. Tu as eu ta vérité. Tu m'as détruit. Tu es content? Je me suis arrêté devant lui, le regardant de haut. Avant, je le regardais de bas en haut comme un guide spirituel. Maintenant, devant moi était assis simplement un homme faible, écrasé par ses propres péchés. Non, Antoine, ai-je répondu calmement, je ne suis pas content, je suis simplement vivant. Et toi? Non, ils sont à moi, a-t-il soudain dit avec une vexation enfantine. Les enfants, ils sont à moi par le sang, tu me les as volés. Je n'ai rien volé, ai-je secoué la tête, c'est toi-même qui les as jetés. Tu les as échangés contre le confort, la carrière, la peur. Tu as renoncé à eux pendant 30 ans, chaque jour, quand tu venais dans ma maison et jouais le rôle d'invité. Et maintenant, il est trop tard pour revendiquer des droits sur une récolte que tu n'as pas cultivée. Je me suis retourné et me suis dirigé vers ma voiture, sentant qu'à chaque pas, un fardeau invisible tombait de mes épaules. Je le laissais là, sur son banc, dans son enfer personnel de solitude et d'accusation. Et moi, une maison m'attendait. Une maison où, le soir, la lumière serait allumée, où Thomas et Sophie se disputeraient, où Marguerite grommellerait à propos de la vaisselle sale. Il ne restait qu'une chose à faire, la plus importante, celle pour laquelle, peut-être, il valait la peine de traverser cet enfer. Comprendre comment vivre désormais avec cette nouvelle connaissance, et que dire à ceux qui, peut-être, se tiennent en ce moment au même carrefour, n'osant pas ouvrir la porte terrible de la vérité. 6 mois se sont écoulés depuis le jour où mon monde familier s'est effondré. Et cet hiver s'est avéré étonnamment neigeux, comme si la nature avait décidé de recouvrir d'une couverture blanche toutes les cicatrices qui restaient sur la terre et dans nos âmes. Le temps, bien sûr, ne guérit pas comme on l'écrit dans les livres. Il n'efface pas la mémoire et ne rend pas la jeunesse, mais il sait très bien émousser les angles aigus, transformant les blessures ouvertes en cicatrices rugueuses mais fiables, avec lesquelles on peut très bien vivre. La maison a changé, bien que les murs soient restés les mêmes. Avec Thomas et Sophie, nous avons entrepris une petite rénovation, décidant de nous débarrasser de tout ce qui rappelait l'époque d'Isabelle et sa quête de luxe ostentatoire. Nous avons enlevé les lourds rideaux de velours qui m'avaient toujours semblé être des nids à poussière, retiré les tableaux pompeux dans des cadres dorés et repeint le salon dans des tons clairs et apaisants. Mais le principal changement ne s'est pas produit dans l'intérieur, mais dans l'atmosphère même de ce lieu. La peur de ne pas être à la hauteur a quitté la maison. La tension a disparu, quand on craint de poser ses coudes sur la table ou de dire quelque chose d'incorrect. Maintenant, on pouvait rire fort, se promener en pull usé et se disputer jusqu'à en être enroué, sans craindre que cela gâche le karma ou contrarie maman. Thomas a vraiment démissionné du bureau et est venu chez moi, sur le site, commençant par le poste le plus simple de répartiteur pour comprendre comment tournent les rouages de l'entreprise. Je voyais combien c'était difficile pour lui, comment son habitude de la vie facile le cassait, mais il serrait les dents et ne se plaignait pas. Et pour la première fois depuis de nombreuses années, j'ai commencé à éprouver pour lui non pas simplement un amour parental aveugle, mais un véritable respect masculin. Sophie aussi s'est trouvée. Elle n'est pas partie comme bénévole, comme elle le voulait dans le feu de l'action, mais elle s'est fait embaucher comme réceptionniste dans une petite clinique vétérinaire. Et ce travail, où il faut beaucoup de compassion et de patience, l'a rendue de façon inattendue plus adulte et plus calme. Avec Isabelle, nous ne parlions presque pas, comme si nous avions conclu un pacte tacite de non-agression sur le passé. Je savais par des connaissances communes qu'elle vivait dans la région voisine, travaillait soit comme vendeuse, soit comme caissière, et semble-t-il avait commencé à fréquenter une autre église, essayant de racheter ses péchés ou, plus probablement, de trouver une nouvelle consolation. Je ne lui souhaitais pas de mal, mais le désir de la voir ou d'entendre sa voix ne m'est jamais venu. Elle était devenue pour moi comme un livre lu avec des pages arrachées, auxquelles il n'y a aucun sens de revenir. Marguerite est restée avec nous, mais maintenant elle n'était plus une ombre muette glissant dans les coins avec un chiffon. Nous prenions souvent le thé ensemble le soir, et j'en ai appris plus sur elle en ces 6 mois que pendant les 20 années précédentes. Sur ses petits-enfants,
sur ses livres préférés, sur le fait qu'elle tricotait merveilleusement bien. Elle était devenue la gardienne de notre nouveau foyer honnête, ce diapason moral même qui ne nous laissait pas fausser. Ce soir-là, la veille de Noël, nous nous sommes réunis dans le salon pour décorer le sapin. Pour la première fois depuis de nombreuses années, nous le faisions nous-mêmes, sans décorateurs engagés qui créaient auparavant une composition stylée pour les invités. Nous avons sorti les vieilles boîtes avec les jouets, dont beaucoup je me souvenais depuis l'enfance de Thomas, et nous faisions les imbéciles comme des petits, accrochant des boules en verre et nous emmêlant dans les guirlandes. À un moment, je me suis écarté vers la cheminée et j'ai pris dans mes mains le vieil album de famille, lourd dans sa reliure en cuir, plein de photographies professionnelles retouchées. Des pages glacées, des gens parfaitement coiffés et souriants me regardaient. L'homme d'affaires prospère Marc, la pieuse épouse Isabelle, les enfants exemplaires. C'était une belle et coûteuse histoire de succès, dans laquelle il n'y avait pas un mot de vérité. Seulement un mensonge glacé que nous vendions si assidûment aux autres et à nous-mêmes. J'ai appelé les enfants. « Regardez » ai-je dit en ouvrant la double page où nous nous tenions devant l'église, et à côté de nous, posant sa main sur mon épaule, souriait le père Antoine. « Beau, n'est-ce pas ?» Thomas a grimacé comme s'il avait mal aux dents et Sophie a baissé les yeux. « Papa, pourquoi tu as sorti ça? Jetons-le aux ordures. » « Non, ai-je secoué la tête, ressentant une clarté étonnante dans mes pensées. Jeter l'histoire, c'est le lot des lâches. Nous garderons cet album, mais nous le mettrons sur l'étagère la plus éloignée, dans le coin le plus sombre du placard. Qu'il reste là, comme un rappel de ce qui arrive quand on ne vit pas sa propre vie. J'ai refermé le livre lourd, comme si je fermais le couvercle d'un cercueil, et je l'ai mis de côté. « Et maintenant, venez ici », ai-je commandé en sortant mon téléphone. Faisons une vraie photo, sans Photoshop, sans mise en scène, telle que nous sommes. Nous nous sommes serrés en tas devant le sapin à moitié décoré. Thomas dans son pull ridicule avec des rennes, Sophie avec ses cheveux ébouriffés, Marguerite essayant de se cacher derrière mon épaule, et moi, grisonnant, fatigué, avec des rides que je ne voulais plus cacher. J'ai tendu le bras, essayant d'attraper tout le monde dans le cadre. Ma main tremblait, quelqu'un a cligné des yeux, quelqu'un a ri au mauvais moment. La photo est sortie floue, un peu tremblée, et absolument inadaptée pour la couverture d'un magazine. Mais quand j'ai regardé l'écran, j'y ai vu plus de vie et de lumière que dans toutes ces séances photos professionnelles réunies. Il y avait là des personnes vivantes, ma famille, ma vraie famille gagnée dans la douleur, pas parfaite, qui avait traversé le feu et l'eau pour se retrouver à nouveau. Je regardais cette photo et je comprenais que pour la première fois en 64 ans, j'étais absolument heureux. Non pas parce que tout allait bien pour moi, mais parce que tout était honnête chez moi. Je n'étais plus un portefeuille, je n'étais plus un paravent, je n'étais plus un meuble. J'étais un père qu'on avait choisi non pas par droit du sang, mais par droit d'amour et d'acte. Et ce titre valait la peine de vivre l'effondrement de tout un monde. J'ai vécu une longue vie, j'ai fait un tas d'erreurs et j'ai compris trop tard une chose simple. N'ayez jamais peur de la vérité, aussi terrible qu'elle puisse paraître. Le mensonge est un crédit qu'on contracte auprès de la vie à des taux usuraires. Et tôt ou tard, les huissiers frapperont à la porte pour tout reprendre. Vivez de façon à ne pas avoir besoin de cacher votre téléphone, d'effacer des messages et de craindre votre propre regard dans le miroir. S'il vous plaît, trouvez aujourd'hui le temps d'approcher vos proches, de les regarder dans les yeux et de vous demander « Est-ce que tout entre nous est vraiment vrai ?» Et pour finir, je veux vous poser une question qui ne me laisse pas en paix tous ces mois et à laquelle j'ai trouvé la réponse à un prix trop élevé. Selon vous, mes amis, une personne a-t-elle le droit de mentir pour sauver les apparences, si cela préserve la famille et la tranquillité des enfants? Ou n'importe quelle vérité, même la plus meurtrière, est-elle meilleure que de vivre dans une douce illusion? Écrivez ce que vous en pensez, c'est vraiment important pour moi de le savoir. Et moi, je vais y aller, notre thé refroidi. Prenez soin de vous.